Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur cette fin de semaine, ce vendredi pour cette émission Astronomer at Home, un astronome à la maison chez vous. On ne vous réserve que le meilleur. Et aujourd'hui justement, j'ai le grand plaisir de vous présenter Jean-Philippe Usan. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Alors, Jean-Philippe, tu es donc astrophysicien à l'IAP, à l'Institut Tout à fait. d'astrophysique de Paris. Voilà, on a quelques-uns de tes collègues hommes et femmes qu'on a déjà reçus un peu avant sur certaines autres émissions. Euh, Aujourd'hui, je serai tout seul. Camille n'est pas là. Voilà, donc on verra lundi. J'espère qu'elle va bien. On va discuter ensemble. Jean-Philippe, bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver dans le chat. Voilà, on retrouve classiquement tous ceux qui viennent d'habitude. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle, hein, comme à chaque fois, normalement c'est Camille qui vous le dit. N'hésitez pas à mettre votre nom et votre âge à côté de votre question. Voilà, surtout qu'en plus elle n'est pas là cette fois-ci, donc on va essayer de faire avec, histoire que voilà, qu'on en connaisse un petit peu sur vous et puis qu'on puisse vous répondre. Évidemment, donc on a des personnes qui sont très jeunes. Je crois que les plus jeunes dans le chat ont environ 10 ans, et puis d'autres qui sont retraités. Donc voilà, on a vraiment un panel très très large, panel très large de public, et puis panel très large de questions. Parce que comme je vous avais dit mercredi, c'est ça, il y a 2 jours, aujourd'hui, il n'y a aucune question interdite. Voilà, depuis, depuis le J'ai de début. la chance. Des fois, c'est le week-end, c'est le pont qui vous met dans cette position. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, Bon, évidemment, le thème est quand même lié à la cosmologie, bien sûr. Euh, donc on reste sur le thème de l'univers, du Big Bang, des galaxies, des amas de galaxies. Voilà, on reste sur le domaine de la cosmologie. Mais voilà, il y a pas de questions interdites comme d'habitude, donc on peut poser toutes les questions qu'on veut, histoire que vous ayez le temps déjà de cerner un petit peu le sujet. Et notre invité, je vous propose comme à chaque fois que l'on donne la parole à Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler 2 petites secondes de toi, de ton travail et de ce que tu fais à l'IAP? Jean-Philippe Usan, je suis directeur de recherche au CNRS et plus qu'astrophysicien, je suis physicien théoricien. Alors pour vous, ça peut peut-être faire pas beaucoup de différence, mais vous savez, on a tendance en sciences, dans les domaines académiques, souvent à avoir des domaines de compétences assez restreints. Donc la physique théorique, en fait, c'est la partie de la physique qui s'intéresse vraiment à la formalisation des lois de la nature de façon mathématique. Et ça, ensuite, ça s'applique dans différents domaines. Donc, les physiciens théoriciens, ils ont cette tendance à être assez transversales par rapport aux disciplines. Ils peuvent travailler dans des laboratoires de physique des particules, de physique de la matière condensée ou de la mécanique quantique ou de l'astrophysique. Donc, le but, c'est vraiment, moi, je ne fais pas des observations moi-même. Il m'est arrivé d'en faire pour le plaisir, mais je ne suis pas un observateur et je ne fais pas non plus d'analyse de données. Donc, mon but, c'est vraiment de faire de la modélisation et d'interagir avec les gens qui font des observations pour inventer des nouveaux tests, poser de nouvelles questions, ou alors quand il y a des anomalies, discuter l'origine possible de ces anomalies, et puis d'explorer un petit peu des modèles d'univers. Alors, en ce qui concerne mes centres de recherche, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie de la relativité générale, en particulier pour savoir à quel point c'était une bonne théorie pour décrire la gravitation, donc tester cette théorie de la relativité générale. Et il y a à peu près, maintenant ça va faire presque 20 ans, je m'étais intéressé aux constantes de la nature et j'avais montré qu'il y avait un lien très intime entre tester le fait que les constantes de la nature, hein, la constante de gravitation, toutes les constantes que l'on connaît dans les livres de physique ne changent pas de valeur au cours du temps, et le test d'un concept, d'un principe qui est au cœur de la relativité générale, qui s'appelle le principe d'équivalence. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant presque 20 ans, en particulier en analysant, en obtenant de nouvelles contraintes sur ces variations-là. Et puis une autre part qui est plus dédiée à la cosmologie, et dans ce cadre-là, ce qui m'a intéressé presque depuis 20 ans maintenant,
c'est la construction du modèle cosmologique qu'on utilise tous les jours, nous, dans les laboratoires, qu'on appelle le modèle du Big Bang. On pourra peut-être y revenir, qui est un modèle mathématique qui décrit l'univers dans son ensemble, qui est né il y a à peu près un siècle. Et j'ai fait pas mal d'analyses sur les hypothèses de ce modèle. J'ai créé plusieurs tests de ces hypothèses. Et donc, à chaque fois qu'il y a une petite anomalie ou à chaque fois qu'il y a une avancée, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de voir est-ce que ça remet tout en cause ou comment ça peut s'intégrer, qu'est-ce qui va changer. Et donc, c'est d'essayer d'avoir cette réflexion sur le long terme, sur la nature de ce modèle, puisque en science, un modèle, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que ça repose sur des théories physiques, mais on sait que c'est une représentation qui doit être simplifiée de la nature. Elle ne doit pas être simpliste, mais simplifiée, et donc on sait que ça n'explique pas tout, on sait que ça a des failles et que ça doit nécessairement évoluer. Et donc, bien sûr, les échelles de temps de ces évolutions, c'est pas les 6 mois, c'est plutôt des décennies. Et ces évolutions, elles peuvent venir parce qu'il y a soit des nouveaux pans de physique théorique qui sont compris, qu'il va falloir inclure dans le modèle. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler, il y a quelques années, on a prouvé que les neutrinos avaient une masse. Jusqu'à ce moment-là, en cosmologie, on mettait des neutrinos qui n'avaient pas de masse. Et le jour où on a vu qu'ils avaient une masse, on a été bien sûr nécessairement obligé de mettre cette masse-là. Et ça affecte en particulier la façon dont les grandes structures se forment, donc les galaxies se forment au cours de l'histoire de l'univers. Et puis réciproquement, ça peut venir aussi d'un problème observationnel. Aujourd'hui, on a un grand débat, par exemple, sur la constante de Hubble. Question, est-ce que c'est un problème de l'observation? Est-ce que c'est un biais? Comment est-ce qu'on inclut ça? Est-ce que les observations sont bien interprétées dans ce cadre-là? Donc, c'est un petit peu ça la ligne de réflexion que j'ai depuis une vingtaine d'années maintenant. D'accord, ok. Donc effectivement, pas mal de choses. Tu disais qu'un physicien théoricien pouvait effectivement changer de discipline. On a certaines personnes qui nous ont dit, bah voilà, j'ai commencé dans la physique des particules et puis maintenant, je fais des ondes gravitationnelles, par exemple. Est-ce que Voilà. toi, tu es toujours resté dans le domaine plutôt de la cosmologie, des lois de la physique générale de l'univers, ou est-ce que tu t'es amusé un petit peu dans d'autres domaines? Je me suis amusé dans d'autres domaines. J'ai eu de la chance. Bon, il faut dire que quand j'étais étudiant, j'étais à l'école des mines, donc j'ai fait beaucoup de géologie et de géophysique. Donc j'ai un petit peu joué dans ce domaine-là. J'ai travaillé sur les aurores boréales, par exemple, donc qui sont plutôt de la géophysique externe. Et puis il y a une quinzaine d'années, je m'étais intéressé à des modèles de modélisation en théorie de l'évolution. J'avais Ah, travaillé en fait, avec un de mes amis qui travaille à l'INSERM, et on avait fait des modèles pour essayer d'obtenir une mesure de la complexité biologique sur des virus. Alors pas celui qui nous embête en ce moment, mais et il y avait des expériences qui avaient été faites. Et là encore, c'était des modèles mathématiques de marche aléatoire dans des paysages de théorie, ce genre de choses. Et c'était intéressant de voir que ces outils qui venaient plutôt de la physique statistique, eh bien, on pouvait les utiliser en biologie. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'essaie de faire assez régulièrement. Puis comme je suis assez curieux, ça m'arrive assez souvent de discuter avec des gens qui font d'autres choses, parce que je pense que pour les plus jeunes en particulier, je pense que c'est important de garder ça en tête si on est intéressé par faire de la recherche et faire des études. Je crois que la curiosité est la chose la plus importante. Il ne faut pas simplement s'intéresser au domaine sur lequel on travaille. Il faut toujours perdre un petit peu de temps à aller voir à droite et à gauche par curiosité. La plupart du temps, on ne comprend pas. Et c'est bien aussi de voir qu'il y a des domaines dans lesquels on ne comprend rien. On est un béotien, c'est-à-dire que voilà, sur certains trucs de biologie, de chimie, je suis perdu. Comme vous le seriez presque tous. Et je pense que ça fait du bien, ça nous permet aussi de nous remettre en question. Et puis parfois, on fait des connexions entre des choses. Souvent, ça ne marche pas, mais parfois, on peut voir qu'il y a un outil qu'on a utilisé dans un certain cadre, qu'on peut utiliser dans un autre cadre. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut se permettre quand on fait de la recherche en théorie. comme dit Poupoule sur le chat, la curiosité est un joli défaut. C'est ça? La curiosité, oui, c'est ça. Vous savez que le mot curiosité, j'aime bien les mots aussi, mais le mot curiosité, ça vient du mot caritas en latin, ce qui est le soin, comme caritatif. Et donc la curiosité, c'est le soin qu'on porte à la nature. Et je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Ça veut dire Ah, qu'on c'est fait joli. attention aux petits détails. On fait attention aux petits détails et surtout, on se rend compte que quand on regarde la nature avec soin, avec tendresse, eh bien, elle nous révèle des petits secrets. Parfois, c'est assez pénible d'ailleurs en termes de travail, mais elle s'offre à nous. Et moi, peut-être pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, j'ai aussi une activité qui est là plus personnelle autour de l'art. J'ai écrit une pièce de théâtre, je travaille beaucoup avec un de mes amis qui est compositeur. Et je trouve qu'il y avait ce lien-là entre les artistes et les scientifiques. C'est ce soin qu'on porte aux petites choses qui sont autour de nous. On leur donne du sens et à partir de ça, on essaye de créer. Donc c'est un très beau mot, la curiosité.
Curiosité, émerveillement aussi, effectivement, Voilà, c'est ça. sur ce qui est autour de nous. Alors, si tu permets, je vois que pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Les gens sont en train d'arriver tranquillement. Euh, on avait prévu de commencer à parler un petit peu plus tôt sur la cosmologie. Il y a quelque chose tout à l'heure que tu as dit et qui me paraît vraiment intéressant. Tu as parlé de Big Bang. Mais effectivement, quand on en parle, on s'aperçoit que dans la bouche de différentes personnes, ces deux mots vont revêtir des significations parfois très très différentes. Pour certains, le Big Bang c'est un modèle. Pour d'autres, le Big Bang c'est un moment particulier. Pour d'autres encore, le Big Bang c'est un endroit précis. Pour d'autres, voilà. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Est-ce que c'est une Ah, théorie? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que déjà on peut se mettre d'accord là-dessus avant de continuer à en parler? oui, c'est une très bonne question. J'avais passé pas mal de temps à essayer de clarifier ça. J'avais écrit un livre l'année dernière qui s'appelait Big Bang d'ailleurs, donc c'était le point de départ. C'est-à-dire que quand j'en parlais avec des collègues, je me rendais compte que personne n'était d'accord sur ce qu'on mettait derrière ce mot-là. Et alors la première chose, pour moi, c'est ni un lieu ni un moment. C'est pas un phénomène de la nature parce qu'on l'a pas observé, on ne sait pas s'il y a de Big Bang ou pas. D'accord, c'est la première chose. Donc, pour moi, le Big Bang, c'est avant tout un modèle. Donc, c'est une représentation de l'univers, une construction mathématique qui va se baser sur la théorie de la relativité générale, un certain nombre de théories physiques dont le but est de reconstruire, de mieux comprendre l'histoire et la géographie de notre univers. Et ça, qu'on va valider avec des observations astrophysiques le plus possible. Et donc, on va essayer de savoir à quel point cette histoire est crédible et éventuellement, elle va évoluer. Et ça, c'est une activité qui a commencé dans les années 20 et ce modèle-là s'est sophistiqué au cours du temps pour introduire des phénomènes de plus en plus fins, c'est-à-dire comprendre, par exemple, la formation des galaxies, comprendre un certain nombre de phénomènes astrophysiques qui n'étaient pas décrits au début. Et une fois qu'on a ce modèle, on utilise les modèles pour continuer à explorer, pour continuer à poser des questions. Et quand on voit le taux d'expansion de l'univers, eh bien, si on remonte dans le passé, on voit qu'il y a un moment où on a l'impression que l'espace disparaît. Alors techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? En relativité générale, notre univers est décrit par un espace-temps, et ça veut dire que cet espace-temps a un bord. Et donc le Big Bang, c'est cette singularité initiale, c'est l'endroit où, eh bien, on ne peut pas dire que c'est un moment, on ne peut pas dire que c'est une origine, parce qu'il n'y a rien avant, donc il n'y a pas de temps avant. En fait, c'est un bord de l'espace-temps donc, qui décrit notre univers. Ça serait un peu comme si je prenais cette feuille de papier, eh bien, j'ai la feuille de papier, je vis sur la feuille de papier, et ici, il y a un bord. Et il se trouve que si je remonte dans le temps, je vais tomber sur ce bord. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien avant. Ici, vous voyez, il y a de l'espace, mais il n'est pas de même nature. Si moi, je suis contraint à vivre sur cette feuille de papier, eh bien, je vois un bord, une singularité, un endroit auquel je ne peux plus continuer à aller plus avant que ça. Eh bien, c'est ça le Big Bang. Donc, le Big Bang, c'est une propriété mathématique de l'espace-temps qui décrit notre univers dans un certain cadre théorique. Si D'accord. maintenant, et vous voyez, et c'est ce qui se passe vraiment dans les instants les plus primordiaux de l'univers, ce qui veut dire que c'est le moment aussi où le modèle est le moins sous contrôle. Et dès qu'on s'est rendu compte de ça, et ça c'est à peu près dans les années, fin des années 20, début des années 30, il y a un scientifique qui s'appelle Georges Lemaître, qui est probablement considéré comme le père de la théorie du Big Bang, qui en 1931 écrit un texte où il dit, vous voyez, ce Big Bang, il faut faire attention. Ce n'est pas la limite de l'univers, ce n'est pas le commencement de l'univers, ce n'est pas l'origine de l'univers, mais c'est plutôt la limite de notre compréhension de l'univers. Parce que c'était une époque où on commençait à développer la relativité générale, et ce qu'il a compris, c'est que dans ces phases-là, il faudrait probablement il faudrait avoir une description quantique de la gravitation, ce qui n'était pas la relativité générale. Et lui disait, eh bien, cette singularité, ce moment où tout devient zéro ou l'infini, c'est pas qui se passe, c'est pas une origine, c'est le fait que notre théorie n'est plus apte à décrire la nature. Et donc, il faisait partie de ces gens qui croyaient que si un jour on arrive à avoir une théorie quantique de la gravitation, eh bien, peut-être qu'on va comprendre ce bord et qu'on va lui donner un sens. Je reprends l'exemple de ma feuille. Eh bien, j'ai un bord ici. Si maintenant si je suis là sur ma feuille et que j'ai la taille de mon doigt, eh bien, je peux rien voir. Mais imaginons que j'ai un microscope. Eh bien, je vais voir que ce bord a une petite épaisseur et qu'éventuellement, il n'y a pas de limite. Je peux passer d'un côté sur l'autre. Et ça, par exemple, c'est ce qui se passe avec dans certains modèles d'univers. Vous avez peut-être entendu parler cette hypothèse comme quoi il y aurait eu un rebond. Et bien dans ce cas-là, on a l'univers qui est en train de s'effondrer et qui rebondit. Et donc, ce que vous appeliez singularité, ce n'est pas une singularité, mais c'est
un rebond. Donc, vous voyez que ce qui va se passer, de savoir s'il y a eu origine, si c'est quelque chose qui est vraiment une limite ou s'il y a une histoire avant, va dépendre énormément de notre compréhension de la théorie de la gravitation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce point-là, on n'a aucune certitude parce qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravitation qui est complètement aboutie. D'accord. Évidemment, quand tu nous disais, c'est un peu comme sur une feuille, il y a un bord, on est d'accord que tu n'es pas en train de nous dire que l'univers est délimité par un bord, géographiquement parlant, géométriquement parlant, mais tu es en Oui, train de nous dire que c'est une limite dans notre compréhension des choses. Mais c'est pas un bord voilà. physique qui serait un bout de l'univers. Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je vous dis, c'est que l'espace-temps qui décrit l'univers, lui, a vraiment un bord. C'est-à-dire que il y a un moment où si je prends une ligne, je remonte dans le passé, je ne peux plus remonter. Donc D'accord, la ligne s'arrête. Mais c'est l'espace-temps qui décrit l'univers. Et d'accord, donc la question, c'est jusqu'à quand est-ce que cette description est une bonne description de notre univers? Est-ce qu'on en a prouvé qu'il y avait une origine, comme certains se sont enthousiasmés, hein. Alexandre Friedman, qui était aussi un des pères de ces modèles d'univers, il était enthousiasmé. Il disait, mais la science prouve que l'univers a une origine. Le pape s'est enthousiasmé, le pape Pie XII en 1952. Et c'est encore Georges Lemaître qui lui a dit, non, non, attention, vous ne pouvez pas dire ça. On n'a pas prouvé ça. Ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, notre description, on ne sait pas si elle colle avec la nature. d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit parce que alors c'est très, ça se voit de façon très claire en cosmologie puisqu'on a cette notion d'origine. Donc, quelque part, tout de suite, une grande question métaphysique qui nous apparaît. Mais en fait, ce phénomène-là est toujours vrai en science. La science produit des modèles, donc des représentations de phénomènes de la nature. Et la question fondamentale, c'est de savoir jusqu'à quand est-ce que ces représentations sont des bonnes représentations du phénomène que je décris. Et c'est souvent la chose la plus difficile à savoir, c'est ce qu'on appelle délimiter le domaine de validité d'un modèle. Et ça, c'est très, très compliqué parce qu'il n'y a pas de règle générale, c'est pas résoudre des équations, c'est de savoir quand nos concepts sont les bons concepts, quand des expériences nous indiquent que c'est pas simplement une petite rustine qu'il va falloir mettre et qu'il va falloir repenser l'ensemble. Et souvent, ça passe par une révolution conceptuelle et c'est des choses qui sont assez rares et très difficiles à faire. Et dans le travail du scientifique, c'est aussi une des activités. Donc, on n'est pas simplement en train de résoudre des équations de façon mécanique, de comparer à des observations ou faire des mesures. Il y a cette réflexion de savoir la description à laquelle j'aboutis, jusqu'à quand est-ce qu'elle est valide. D'accord. C'est-à-dire que, pour résumer, c'est pas parce que le modèle du Big Bang arrive à une singularité il y a 13,8 milliards d'années que l'univers qui est décrit par cette théorie du Big Bang est né d'une singularité. Il y a une différence entre les deux. Exact, D'accord. exactement, exactement. Souvent, je dis, il ne faut jamais confondre un objet et la description de cet objet. D'accord. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait vraiment besoin de dire et t'es le premier à nous le cadrer comme ça et c'est super. Alors on commence à avoir quelques questions. Une de Lionel qui justement t'a entendu parler tout à l'heure de cette question qui a priori est un petit peu bizarre. C'est est-ce que les constantes restent constantes? On sait que c'est Oui, curieux qu'on appelle constantes des trucs qu'on envisage ne pas être constant au cours du temps. Alors il parlait de cette constante de structure fine. oui. Est-ce qu'on peut juste vulgariser très rapidement ce petit point? Et puis est-ce que tu as travaillé dessus et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fameuse question de est-ce que les constantes qu'on connaît aujourd'hui étaient les mêmes avant? Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, ça, c'est un truc. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler juste à la fin de ma thèse. Et je vais peut-être vous raconter l'histoire parce que c'est aussi important. C'est important pour moi, mais c'est un bon exemple aussi de ce que c'est que la recherche. Je venais de finir ma thèse, j'étais en postdoc, et il y a eu un article qui a été publié par John Webb, un astronome australien. Il faisait des mesures de spectre d'absorption de quasars, donc il trouvait des transitions atomiques et donc il mesurait les fréquences et ils arrivaient à partir de ces observations à mesurer la constante de structure fine. Et ils étaient arrivés à la conclusion que leurs observations prouvaient que la constante de structure fine était plus faible il y a 5 milliards d'années qu'elle ne l'était aujourd'hui. Alors Donc, en gros, qu'est-ce que c'est oui. que la constante de structure fine? Donc Rapidement. la constante de structure fine, c'est une constante qui nous donne en fait l'intensité des forces électromagnétiques et elle est construite à partir de la charge de l'électron, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Et donc ces nombres-là sont a priori des constantes fondamentales de la nature. Donc la constante de structure fine est elle aussi une constante fondamentale de la nature qui est très très bien mesurée en laboratoire.
Et, et donc, j'étais tombé là-dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, ça ne colle pas du tout avec ce que j'ai appris à l'école. Parce que les constantes sont constantes. C'est ça que j'avais appris à l'école. Et jamais je m'étais posé la question de savoir si les constantes pouvaient changer dans le temps. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec plusieurs personnes, en particulier Thibaut Damour, qui avait déjà pas mal réfléchi à la question et qui m'a montré en fait quelques articles où des gens s'étaient déjà posé cette question. En particulier, Paul Dirac avait, dans les années 30, imaginé une théorie où la constante de gravitation pouvait changer au cours du temps. Et en fait, j'ai commencé à faire une étude, savoir, je me suis posé la question parce que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on se posait cette question. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est que je ne comprends pas le mot constante, puisque dans le mot constante, on voit tout de suite ne change pas avec le temps. Et donc, je suis retourné à vraiment étudier ce que c'est qu'une théorie physique, c'est quoi le rôle de ces constantes dans une théorie physique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une théorie physique, elle met en relation des objets, et au cœur de ces théories, il y a des nombres qu'on ne peut pas calculer, des nombres qu'on peut simplement mesurer et qu'on doit supposer constants parce qu'on n'a pas d'équation pour décrire comment ils pourraient varier. Et en fait, on peut toujours sophistiquer sa théorie pour que ces nombres-là deviennent des quantités dynamiques, auquel cas il faudrait expliquer pourquoi elles ont telle valeur aujourd'hui. Et ça, ce sont des théories beaucoup plus avancées qu'on peut construire. Et on a, à partir des années 50, dans le cas des thèses de la relativité générale, imaginé des théories dans lesquelles la constante de gravitation était une constante dynamique, puis ainsi de suite, et que toutes les constantes devenaient des constantes dynamiques. Et il se trouve que, et ça c'est une autre motivation qui est arrivée sur la question, que quand les gens regardaient la théorie des cordes, ils se sont rendus compte que la valeur des constantes pouvait changer en fonction de notre position dans l'espace. Elle pouvait aussi devenir dynamique. Et donc les gens se sont dit, ben en fait, c'est peut-être aussi une façon de mettre en évidence ou de contraindre les théories des cordes, de voir si les constantes sont vraiment fixes dans le temps. Donc ça, c'était un petit peu le cadre théorique. Et donc, suite à cette publication, j'ai commencé à regarder en fait toutes les façons qu'il y avait de tester le fait que les constantes étaient constantes. Et aujourd'hui, on va dire que sur une échelle de 2 milliards d'années, elle ne varie pas de plus de 10-7, donc c'est 10-5%, donc 0,0001%. Sur l'âge de l'univers, avec la nucléosynthèse primordiale, c'est les travaux qu'on a fait en particulier avec Elisabeth Danjonier et puis Alain Koch à l'Institut d'astrophysique, là, on arrive à une précision de 0,1% depuis la nucléosynthèse primordiale qui se passe en gros 1 seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Donc c'est à peu près ça la contrainte. Et j'avais travaillé aussi avec l'équipe du satellite Planck, et on avait mis une contrainte qui était aussi de l'ordre de 0,1% entre la recombinaison et aujourd'hui. Donc alors, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les constantes varient. On n'a aucune indication observationnelle ou expérimentale pour soutenir cette affirmation. D'accord. Donc aujourd'hui, après y avoir réfléchi, on est à peu près sûr que les constantes sont constantes depuis le début à une précision assez bonne. Oui, voilà. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que à l'échelle dans le système solaire ici aujourd'hui, on sait qu'à partir des comparaisons d'horloges atomiques, elles ne varient pas de 10 puissance moins 17 en valeur relative par an. C'est-à-dire 0,00001. Voilà, donc ça varie peu donc. Donc ça veut dire, et ce chiffre-là, c'est-à-dire que si vous regardez 2 horloges atomiques, ça veut dire que la différence entre ces 2 horloges atomiques qui pourrait être due à une variation de constante va être plus faible que 1 seconde sur l'âge de l'univers. D'accord. Donc, on peut être rassuré à peu près du coup sur cette question de constante. Est-ce qu'il y a encore de la recherche qui se fait ? Oui, alors il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherche qui se fait là sur ce sujet-là, et c'est ça aussi qui est beau sur cette question-là. Il y a eu un événement assez majeur au mois de novembre 2018, peut-être que vous en avez entendu parler. On a redéfini le kilogramme à partir de la constante de Planck. En fait, on a redéfini toutes les unités du système international à partir de constantes de la nature, et donc il fallait en fait réfléchir un petit peu plus profondément sur ce que sont ces constantes et le lien qu'il y avait entre cette nouvelle définition des unités et la métrologie. Comment est-ce qu'on réalise le mètre quand on dit qu'il est défini à partir de la vitesse de la lumière? Comment est-ce qu'on réalise le kilogramme à partir du moment où il est défini à partir de la constante de Planck? Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais commencé ces réflexions parce que je ne comprenais pas un papier sur lequel les gens je ne comprenais pas un résultat, qui m'a amené en fait sur toute une histoire des thèses de théorie alternative à la relativité générale.
et ensuite qui m'a ramené vers la métrologie, parce que j'ai eu la chance d'être invité pour le jour même, en fait, pour expliquer, donner cette définition, la nouvelle définition que j'avais proposée des constantes de la nature et de leur rôle en physique au cours de ce colloque à Versailles au mois de novembre 2018. Et vous voyez, c'est ça aussi la recherche, c'est ça que je trouve assez fabuleux, c'est qu'on commence par se poser une question, souvent un truc qu'on ne comprend pas, et de fil en aiguille, ça vous amène sur des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et ça vous fait rencontrer des gens assez extraordinaires qui font des mesures de magiciens en laboratoire, et c'est très enthousiasmant. D'accord. Juste pour finir sur cette question, on a Péborel qui nous demande est-ce qu'on pourrait envisager le fait que les constantes varient, mais que chacune variant dans des sens opposés, ça donne l'impression ou l'illusion qu'elle ne varie pas? Bonne question. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on s'est posé comme question. Et donc, il faut trouver suffisamment d'observables, puisque on connaît le nombre de constantes. Donc, il a fallu trouver suffisamment d'observables, par exemple de combinaisons d'horloges atomiques, pour voir que ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, il n'y avait pas une annulation. Donc là aussi se pose la question de savoir ce que l'on est capable de mesurer. Et imaginons même le cas où toutes les constantes varient, mais ça ne change rien dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas du tout le mettre en évidence. Est-ce qu'elle varie ou est-ce qu'elle ne varie pas? Je vous laisse réfléchir sur ce. Voilà. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un phénomène existe si à un moment on est capable de le mettre en évidence en laboratoire par une expérience, même si éventuellement ça reste une expérience de pensée qu'on ne peut pas réaliser tout de suite, mais il faut montrer au moins que si j'ai deux hypothèses, quand je vais questionner le monde, entre les deux hypothèses, il y a une différence. Et si vous me dites j'ai construit un modèle où ça varie, mais de façon comme ça, et c'est la même chose que rien ne varie, alors je vous dis, il va falloir me trouver une différence. Et ça, c'est le travail aussi des gens qui veulent pousser une théorie alternative. Ce que vous devez faire, si vous avez une autre explication du monde, c'est tout à fait louable, mais il faut que vous arriviez à dire à quel endroit il y a une différence avec l'explication standard pour qu'on puisse la tester. D'accord. Ça fait partie de votre devoir, en fait. Ça va être la différence entre une hypothèse et une théorie, c'est-à-dire une hypothèse, ça va plutôt être de l'ordre d'une idée qu'on peut avoir, alors qu'une théorie, elle, sur la base de cette hypothèse, va proposer une expérience, faisable ou non, qui permet de vérifier si elle est différente des autres et où chercher pour voir si elle est vraie ou pas. C'est ça? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée, on va commencer à formaliser une théorie. Donc la théorie, elle a un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elle va proposer une formalisation mathématique, un ensemble d'expériences qui sous-tendent en fait cette théorie. Et comme il y a un ensemble d'équations qui vient avec, ça va vous donner des nouvelles possibilités de tester cette théorie. Et comme toujours, vous ne pouvez pas prouver que votre théorie est vraie, mais la seule chose que vous pouvez savoir, c'est qu'à un moment donné, étant donné toutes les expériences que vous avez faites, cette théorie est en accord avec les questions que vous avez posées à la nature. Donc la nature, c'est un peu comme une sorte je sais pas quoi dire, un peu comme si vous alliez à Delphes, là vous demandez à Apollon, vous lui posez des questions, c'est des expériences. Tant que ça répond oui, ça veut dire que votre expérience est en accord, c'est bien. Et le jour où ça répond non, ça vous dit pas ce qu'il faut changer. Ça dit. Et c'est à vous. Donc il y a toujours en fait un niveau de bricolage. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que pour moi, c'est une grande différence entre les maths et la physique. C'est que dans la physique, comme il y a l'expérience, il y a le monde extérieur, on essaie de le comprendre, on fait des choses approximatives, et puis qui sont temporelles, qui vont changer, et ça, il faut l'accepter. On n'est pas dans la recherche de la vérité, on est dans la recherche de la bonne description. Ça encore, c'est une autre différence. Effectivement, là, on fait quasiment de la philosophie. La vérité reste inaccessible. Par contre, nous, on essaye de caler la meilleure description possible au monde. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et cette description, elle est toujours liée à des expériences qui ont des erreurs de mesure, qui ont des barres d'erreur. Donc, en fait, c'était une plaisanterie que j'avais fait un jour. Je disais à des étudiants, je leur disais, vous savez, moi, j'aime pas qu'on parle de sciences exactes. En fait, les sciences sont toujours inexactes. Il y a des barres d'erreur. On a des barres d'erreur. Et ce qui est important en science, c'est pas d'être inexact, mais c'est de savoir de combien on est inexact. Et c'est ça qui, à mon avis, je trouvais très humain dans la recherche, quelle que soit la discipline, c'est qu'on sait qu'on est dans le faux, mais ce qu'on veut, c'est arriver à jauger à quel point on est faux ou à quel point on est correct. Et on sait que ça va échanger. Et c'est pour ça que quand les expériences s'améliorent, de nouvelles expériences, des barres d'erreur qui diminuent, eh bien, on a des théories qui doivent changer. Et donc, on n'a pas démontré quelque chose qui était une sorte de construction logique. En fait, on est un peu perdu au milieu de l'univers et de ses lois, et puis on essaye de les formaliser le mieux possible. D'accord. Alors j'ai une autre question de Lionel, justement, qui a entendu que tu avais, entre autres théories, travaillé un petit peu sur
la relativité générale sur laquelle se base la description actuelle de l'univers, et qui te demande de quelle manière as-tu testé la relativité générale avec les données cosmologiques. Donc, est-ce que on dit tout le temps que cette relativité générale c'est la meilleure. Comment est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce qui nous permet de dire que ça fonctionne bien? Alors donc il y a plusieurs aspects. La première chose, donc on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ces fameuses constantes de la nature. Donc en vérifiant qu'elles ne changent pas au cours du temps, ça nous permettait de prouver à quel point le principe d'équivalence reste valide au cours de l'histoire de l'univers. Et ce principe-là, en fait, il est au cœur de la relativité générale. C'est la validité de ce principe qui nous dit que l'on va pouvoir géométriser la gravitation. C'est-à-dire que la gravitation, le fait que les objets tombent, en fait, eh bien ça, c'est une manifestation du fait que l'espace-temps a une géométrie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un test que j'ai proposé avec Francis Bernardo, qui est actuellement le directeur de l'Institut d'astrophysique. On a proposé ça, c'était en 2001. Et c'est à l'époque où Yannick Mélier faisait les premières observations d'effets de lentilles gravitationnelles faibles. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que quand on combinait ces observations avec des observations de champ de vitesse et des mesures de catalogue de galaxies, alors on allait pouvoir tester les équations de la relativité dans un certain régime qui n'était pas testé aujourd'hui sur Terre. Donc là, c'est quelque chose, vous voyez, qui a été fait en 2001 et qui va être mis en application probablement 2022-2023 quand le satellite Euclid sera lancé. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes en fait qui réfléchissent à quel type d'observation faire pour pouvoir mettre en œuvre ce test-là. Et là encore, c'est un point à garder à l'esprit, c'est que sur ce genre de questions, surtout quand il y a des observations astrophysiques à utiliser, en général, elles ne sont pas présentes, ces observations. Et vous voyez, il peut y avoir un délai de 15 ans ou de 20 ans entre le moment où on va peut-être mettre en œuvre l'idée et le moment où on a fait le premier article sur le sujet. Ça fait partie aussi de la dynamique de la recherche. On n'a pas de réponse instantanée. D'accord, ok. Oui, puisqu'en fait, presque le rôle de la théorie, c'est aussi de préparer les choses, de donner des versions alternatives qui permettent, une fois qu'on a ces données, de pouvoir choisir entre les versions alternatives que les théoriciens ont déjà préparées. Donc en fait, vous avez un rôle qui est très important en amont. En fait, en science, il y a toujours ce qu'on appelle la prospective. C'est-à-dire quelles vont être les questions qui vont être importantes dans 5 ans, dans 10 ans, à quelle expérience il faut commencer à penser aujourd'hui pour la science dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on a détecté les ondes gravitationnelles depuis quelques années, on parle d'astronomie gravitationnelle. En fait, ça n'aurait pas été possible d'émerger aussi rapidement s'il n'y avait pas des gens qui avaient travaillé déjà depuis 20 ou 30 ans sur ces questions-là. Et donc, en fait, les théoriciens, ils jouent un petit peu ce rôle-là. C'est-à-dire, bon, voilà, s'il y a une anomalie, on va discuter avec nos collègues qui vont nous dire, bah, tu n'as pas dans l'ensemble des théories que tu connais une explication possible à tel ou tel phénomène. Et puis, réciproquement, on va dire, ah oui, mais attendez, là, maintenant, voilà, on sait que les lois de la nature sont mieux décrites à cette précision d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut penser comme nouveau test, étant donné les progrès technologiques, où est-ce qu'on peut aller? Et ce qui fait qu'en fait, ce développement de l'expérience et de la théorie va toujours de pair, et ce n'est pas quelque chose de linéaire. Donc vous avez peut-être, je suis sûr que là, tous les gens qui nous écoutent ont entendu parler du satellite Planck, qui a fait cette cartographie du fond diffus cosmologique de très haute précision. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait après? Et là, vous voyez, il y a des comités de réflexion qui disent, ben voilà, grâce aux données Planck, on a appris un certain nombre de choses sur notre univers. Quelles sont les questions sur lesquelles on n'a pas des réponses assez précises, là où on a des alternatives qu'on aimerait trancher? Et tout le monde essaye de se dire, quelle est la meilleure façon de faire l'expérience suivante? Parce que tout ça coûte de l'argent, prend des dizaines d'années à mettre en place, et donc ça nécessite en fait cet exercice de prospective. Et le CNRS lance tous les 2-3 ans des exercices de prospective dans toutes les disciplines pour que les gens imaginent la science dans 5 ans ou dans 10 ans. D'accord. Si tu permets, Jean-Philippe, on va changer un tout petit peu parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ne sont plus sur le thème de la physique ou des maths, mais qui reviennent vraiment à quelque chose de très humain et très personnel. Donc on va revenir un peu sur l'humain. D'abord peut-être toi, si tu veux. J'ai Tempest Lizard qui demandait quelle étude est-ce que tu as fait pour en arriver là où tu es arrivé. Peut-être qu'il, elle ou ses enfants ont peut-être envie de devenir un futur Jean-Philippe Usan. Et puis j'avais Ulysse aussi, qui est un de nos jeunes auditeurs et qui demandait voilà comment faire pour arriver dans ce métier. Alors, donc après moi j'ai fait un bac C et après je suis allé en... Donc un bac scientifique.
un bac scientifique. Parce Donc qu'il y a- aujourd'hui, ça n'existe plus. ouais. Bon, tout a changé. Hein. Donc je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans, voilà. Mais bon, à l'époque, ça s'appelait un bac C, qui est devenu ensuite un bac S, et donc une option scientifique. Donc dans le nouveau bac, ça serait des enfants qui vont choisir des options, on va dire maths et physique Mhm, principalement. mhm. Et ensuite, j'ai été en classe préparatoire au lycée Saint-Louis à Paris, où j'ai fait une spécialisation. Donc à l'époque, ça s'appelait P', donc c'était les classes de physique. Donc il y avait les classes de maths et les classes de physique en deuxième année. Donc j'étais en option physique. Et je suis rentré à l'école des mines de Paris. Donc tu as fait le cycle des écoles d'ingénieurs, c'est ça? Ouais, j'ai Donc fait une école d'ingénieur. les classes prépa et école d'ingénieurs. Voilà. Et je dois avouer qu'à cet âge-là, j'étais assez perdu, en fait, parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans la vie. Donc, j'étais content de pouvoir en fait, faire ses études à Paris. Il y avait une partie de moi qui voulait faire de la physique. Il y avait une autre partie de moi qui voulait faire de l'anthropologie, parce que c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et quand j'étais à l'école des mines, j'ai aussi découvert la géologie, la géophysique, qui sont des choses passionnantes. Et c'était une époque, donc on est c'était fin des années 90, début des années 2000, où il y avait les premiers enseignements de ce qu'on va appeler physique de l'environnement, qui était en fait dans le cadre de la géologie, donc en fait la pollution des eaux, l'hydrogéologie, ce genre de trucs. Des trucs dont on parlait pas du tout à l'époque, et je réalise a posteriori à quel point j'ai pas du tout été visionnaire, parce que c'était intéressant, mais je ne pensais pas que d'ici 15 ans ou 20 ans après, ça allait devenir des domaines aussi importants avec le développement du GIEC, par exemple, et toutes ces choses-là, alors qu'on avait les premiers cours sur le sujet. Donc, pendant ces années d'école d'ingénieur, j'ai appris toutes ces choses-là. Donc, j'étais en option géologie parce que j'avais trouvé ça passionnant. Donc, c'est quelques années où j'ai fait beaucoup moins de maths et beaucoup moins de physique. Où tu as léché des cailloux? Et puis, oui, j'ai cassé des cailloux et tout ça, et c'est passionnant. C'est-à-dire que j'ai appris à regarder. Et c'est une chose aussi que j'ai beaucoup aimé, parce que finalement, quand on est en classe prépa, on fait des maths et de la physique, mais ça reste tout ça très théorique. C'est sur un papier, on résout des équations. Même au niveau expérimental, c'est pas très avancé. C'est vraiment des TP qui sont pas dans des situations réalistes. Et le fait d'aller dans la nature et de regarder la nature avec son imperfection, je crois que ça m'a beaucoup appris. Et après ça, quand j'ai fini l'école des mines, j'ai été faire un DEA de physique théorique. Donc aujourd'hui, on dirait un master 2 de physique théorique, parcours physique théorique, qui se tenait à l'école normale supérieure à La Rue. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait ce DEA. Et c'est là que j'ai découvert la relativité générale. On ne parlait pas du tout de relativité générale avant ça. Et donc j'avais décidé après ça d'essayer de faire ma thèse dans ce domaine-là. D'accord. Juste pour terminer sur ce point-là, aujourd'hui, on a globalement deux voies, hein. C'est soit on fait les classes prépa et les écoles d'ingénieurs, soit on va à l'université et on fait Voilà. une licence, un master et une thèse de recherche, hein. En gros, Voilà, tout c'est à les deux fait. voies. Ok. Euh, Et ce qui est important pour les plus jeunes, hein, c'est de se dire que on peut aller vers un sujet parce qu'on est passionné, par exemple, d'astro. N'oubliez pas que pendant vos études, vous allez découvrir énormément de domaines dont vous n'avez jamais entendu parler. Et de rester aussi cet esprit ouvert, cette possibilité toujours de se dire, mais ok, je suis venu là parce que j'étais passionné par les trous noirs et j'ai découvert qu'il se faisait quand même des choses super intéressantes au laboratoire. N'hésitez pas à changer d'avis, parce qu'en fait, souvent, les choses dont on parle beaucoup, c'est des choses qui sont aussi déjà finalement assez établies. Ce n'est pas les sujets qui sont en train de naître. Et parfois, on a des profs qui vous racontent des trucs et on se rend compte que, ah, mais là, il y a un truc qui est en train de naître, je sais pas, sur les ordinateurs quantiques. Et on se dit, c'est en train de balbutier. Des fois, prenez le risque d'aller dans ces domaines-là, parce que c'est à ce moment-là que les grandes découvertes se font aussi. d'accord. Et pour terminer sur sur ce côté un petit peu humain, j'ai Poupoule donc dans le chat qui t'écoute parler depuis tout à l'heure et qui nous dit que ben, ces fameux théoriciens que tu représentes aujourd'hui font énormément de choses, se posent beaucoup de questions. Et finalement, est-ce que pour toi, les théoriciens sont plus des scientifiques, des philosophes ou des artistes? Alors, le métier de physicien théoricien, c'est un métier de scientifique, c'est-à-dire qu'on va travailler selon la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on va faire des constructions mathématiques, on va les mettre à l'épreuve de l'expérience, on va créer un savoir qui peut être reproductible par tout un chacun, c'est-à-dire que quand je publie un article, tout le monde est normalement capable de vérifier que les équations que j'ai mises en œuvre sont correctes, peut questionner mes hypothèses, refaire les mêmes simulations numériques et éventuellement les mêmes expériences. Donc ça, cette création du savoir qui est dictée par la méthode scientifique, elle vous dit que c'est de la science.
Néanmoins, je crois qu'il faut absolument pas séparer la science de la philosophie. C'est-à-dire que pour moi, à un moment, la science nous dit des façons dont le monde est. Et ça alimente la philosophie, ça vous fait réfléchir. À partir du moment où j'apprends la relativité générale, eh bien, je ne regarde pas l'espace et le temps de la même façon qu'à l'époque où je ne connaissais que Newton. Et donc, ça nourrit ma réflexion sur l'espace et sur le temps. Et d'ailleurs, à l'époque de Newton, on parlait pas de physique et de science, on parlait de philosophie de la nature ou philosophie naturelle. C'était ça, ce que nous aujourd'hui on appelle la science. Et je crois que finalement, quand on fait de la physique théorique, eh bien, on doit réfléchir aux fondements. La mécanique quantique nous oblige à poser la question de savoir ce que c'est qu'une particule, ce que c'est qu'une mesure, ce que c'est qu'une constante. Donc on doit clarifier ces objets-là, parce que souvent on les a introduits sans trop y réfléchir, en particulier avec de l'intuition, avec des concepts mathématiques. Et il y a un moment, il faut comprendre, savoir qu'est-ce que c'est que ces concepts-là. Et ça veut dire qu'il y a une certaine réflexion philosophique et on a la chance de pouvoir discuter avec des collègues philosophes qui sont de philosophie des sciences. Voilà. Et après, l'art, moi je suis très intéressé par l'art, mais ça c'est un niveau strictement personnel. Tout à l'heure, je vous parlais de la curiosité. Je trouve que quand on fait de la cosmologie et de l'astrophysique, il y a toujours un moment où on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a toujours un mystère qui reste quelque part. On parlait de cette singularité, il y a toujours un mystère. Et que ça continue à nous émouvoir de la même façon et que ça peut nourrir une certaine démarche artistique. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Il n'y a pas du tout de cette dimension-là, a priori, dans le métier de physicien théoricien. D'accord. Alors pour rebondir sur cette notion de philosophie et de mieux définir les choses pour pouvoir mieux avancer, je vais regrouper là deux questions qui viennent de passer. Une première donc de Gif Heureux qui justement te dit parmi tous ces concepts importants, il y a un concept fondamental, surtout quand on étudie l'univers et son histoire, c'est le temps. Et est-ce que tu as travaillé un peu sur ce concept-là? Est-ce que des gens travaillent dessus, se demandent qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir là-dessus? Et puis pour aller un petit peu plus loin, je vais aussi rebondir sur une question de Lionel qui t'a entendu dire qu'il fallait certainement pour mieux décrire encore l'univers arriver à réunir la relativité générale et la physique quantique. Et donc est-ce que c'est un chemin qui est prometteur? Est-ce qu'on avance dessus ou pas? Bon, ça fait beaucoup de questions. Le temps, c'est un sujet fabuleux parce qu'on a tous une notion intuitive de ce que c'est que le temps. Et alors pour peu que vous ayez écouté des conférences d'Étienne Klein, vous allez vite vous rendre compte que personne ne sait vraiment définir le temps. Et pour autant, les physiciens ont besoin de postuler que le temps existe. Dans les théories de la physique, en fait, elles essayent, en partant d'un système à un certain moment, de voir comment ce système va évoluer dans le temps. Et une expérience, c'est exactement ça. C'est vous fixer des conditions initiales au début de votre expérience. L'expérience se passe, donc un système évolue en fonction de lois que vous pensez décrire la nature, et vous faites des mesures à la fin, et vous vérifiez que c'est bien en accord avec ce passage du temps. Pour autant, dans beaucoup de théories de théorie quantique, donc là c'est un peu en lien avec ces histoires de gravité quantique, le temps n'est pas du tout représenté de la même façon. En fait, dans ces théories-là, on ne va pas avoir un temps qui passe, c'est-à-dire que le temps qu'on a, la vision du temps que nous on a aujourd'hui serait plutôt un temps classique. Et une des grandes questions aujourd'hui, en particulier pour les gens qui travaillent sur les théories de la gravité quantique, est de comprendre comment ce temps dont nous avons l'intuition émerge de la théorie. Et ça, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent. Et donc, il y a quelques années, avec un de mes amis japonais qui s'appelle Shinji Mukoyama, on avait construit un modèle un peu farfelu dans lequel le temps n'existait pas du tout et qui avait des patchs de l'univers dans lequel le temps apparaissait. Donc, il y avait des flèches du temps, donc du passé vers le futur, qui avaient différentes directions dans un univers qui était beaucoup plus grand que notre univers observable. Donc, et on avait montré que c'était pas du tout impossible que l'univers soit comme ça. On pouvait même avoir tout ce qu'on sait de la physique des particules, de la gravitation dans un modèle comme ça. Et dans ce cadre-là, eh bien, le Big Bang, c'était plus une singularité initiale, c'était un endroit où il y avait un moment le temps qui part, un patch de l'univers dans lequel le temps parlait comme ça, c'était notre univers, et un patch de l'univers dans lequel le temps partait dans une autre direction, qui aurait été éventuellement une autre partie de l'univers, avec une flèche du temps dans un autre sens. Donc voilà, ça c'est des choses que sur le papier on peut construire. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en évidence de façon observationnelle? J'en ai aucune idée. D'accord. Alors effectivement, c'est compliqué
c'est peut-être plus facile de calculer que de se représenter la possibilité que le temps n'existe pas. Et bien évidemment Oui, parce que nous, on est plongé dans ce temps qui, à notre échelle en tout cas, c'est cool. Donc il y a aussi cette question de la représentation des choses, c'est-à-dire est-ce qu'on peut toujours se représenter les choses qu'on calcule ou est-ce qu'à un moment on doit renoncer à se représenter les choses pour continuer à avancer. il faut créer une nouvelle représentation. C'est-à-dire que on part tous avec des représentations, je veux dire, qui viennent de notre sens commun. Et vous allez vous rendre compte, en fait, quand vous allez étudier la science en général, que vous allez devoir revenir sur ces représentations-là. Et alors, pour certaines d'entre elles, vous avez des expériences qui vous permettent de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Et sinon, vous allez devoir créer cette intuition à partir de concepts mathématiques. Et c'est aussi un des grands travaux du théoricien, c'est-à-dire qu'on va représenter un certain phénomène par une structure mathématique. Et cette structure mathématique, vous pouvez lui faire, c'est un peu comme un jeu de Lego d'une certaine façon. Il y a des propriétés de cet objet mathématique qui peut faire, ne pas faire, qui peut s'accorder avec d'autres choses, et vous allez trouver une intuition à partir de ça. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on avance, c'est-à-dire que vous ne commencez pas par écrire des tableaux et des tableaux d'équations, vous manipulez des objets que à force de travailler avec, vous allez commencer à comprendre comment ils fonctionnent, vous allez écrire une histoire et ensuite vous allez essayer de prouver que cette histoire est correcte, parce que sinon vous vous en sortiriez pas. D'accord. Donc c'est assez abstrait et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup qui pour moi est très difficile à expliquer. Souvent, la question se pose souvent avec des étudiants qui commencent une thèse, parce qu'en fait, ils ne voient pas comment on fait. Jusqu'au moment où ils vont commencer leur thèse, la vie était simple pour eux, on leur donnait des problèmes qui étaient posés, ils avaient les outils pour résoudre les questions. Et là, ils arrivent dans un environnement où les questions ne sont pas posées, et puis c'est à eux de bricoler leurs outils pour répondre à une question qui est mal posée. Et souvent, ils sont paniqués au début, et je dis, c'est pas grave, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Alors ceux qui ont eu des enfants ou les enfants qui s'en rappellent, qui ont appris à faire du vélo, savent que si vous me demandez à moi d'être un théoricien du vélo, de vous expliquer comment faire du vélo, je ne vais jamais vous expliquer à faire du vélo. Vous allez vous casser la gueule. Et si vous prenez un enfant, vous n'allez pas lui expliquer, vous allez lui faire du vélo, puis à un moment, il va savoir faire du vélo. Et si vous lui demandez qu'est-ce qui a changé, comment tu fais, en fait, il est incapable d'expliquer, mais il sait le faire. Et ben, je crois que c'est un peu la même chose. Il y a un moment, il se passe un truc, et il y a des objets, et ben, vous arrivez à les concevoir, vous arrivez à les manipuler, vous arrivez à faire des trucs, à en parler avec d'autres personnes, mais vous n'êtes pas capable d'expliquer comment vous êtes arrivé dans cet état-là. Il faut l'accepter. Mais avec le D'accord. vélo, c'est pareil. Et je pense que sinon, il y aurait un livre, La théorie du vélo, vous faites lire ça à tout enfant de 6 ans, et hop, et le vélo. Et ça ne marche pas. Et surtout, c'est comme le vélo, il faut se casser la figure. C'est-à-dire qu'il faut se tromper plein de fois, il faut recommencer, il faut explorer. Et c'est long et c'est pénible, mais à la fin, il y a quelque chose qui apparaît. Et ça fait partie du travail de recherche, ce qui explique aussi pourquoi c'est un métier où les choses sont assez longues en général. Il y a ce temps de digestion, et des fois, qui est assez pénible. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est assez curieux. On avait autorisé les questions interdites et pour l'instant, le chat a été très raisonnable sur tout ça. Et puis, Il y en a une quand même qui est arrivée tout à l'heure. Une question justement. Alors, on parlait de relativité générale, on parlait du temps. Évidemment, quand on met tout ça en place, on va obligatoirement arriver sur cet objet un petit peu mystérieux qui est le trou noir. Et une question tout à l'heure qui était posée, alors je ne sais plus qui l'a posée, je l'ai malheureusement pas noté, qui demandait pourquoi est-ce que le temps s'écoule différemment près d'un trou noir. Est-ce que ça peut s'expliquer en quelques mots? alors déjà, c'est pas que dans les trous noirs cette histoire. D'accord? Si je prends deux montres exactement identiques, deux horloges, et que je prends une horloge, donc elles sont identiques, à la même hauteur, donc dans le même champ de gravitation, elles mesurent le temps de la même façon. J'en prends une, je la monte, on va dire de 30 cm, 1 mètre, eh bien, elle va mesurer le temps de façon différente. Le temps va passer plus rapidement, plus lentement, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure en laboratoire. Donc, l'effet de la gravitation sur le taux d'écoulement du temps, c'est une conséquence de la relativité générale qui est vérifiée à une précision infime à la surface de la Terre.
si vous ne preniez pas ça en compte, le GPS ne fonctionnerait pas, de nombreuses expériences ne fonctionneraient pas. Donc on le vérifie en laboratoire. Dans les câbles de l'Observatoire de Paris où il y a les montres, les horloges atomiques les plus précises du monde, donc là cette fois-ci à 10-18, vous arrivez à voir ce qui se passe quand vous montez une horloge de 1 cm par rapport à une autre. Donc l'effet d'un champ gravitationnel sur le temps est une conséquence de ce que la relativité générale nous dit de la gravitation. Et c'est parce que, dans cette théorie, la gravitation devient une propriété de l'espace-temps. Donc on voit qu'on a lié deux choses qui nous semblaient différentes dans notre esprit, la gravitation, les objets qui tombent, et l'espace-temps, l'endroit dans lequel on évolue. Et donc vous comprenez bien que si on a mis les deux ensemble, il y a des liens entre les deux. Mais pourquoi? J'ai aucune intuition, je veux dire, de ma vie de tous les jours qui me permettrait de penser que c'est le cas. Et heureusement d'ailleurs, parce que si dans la vie de tous les jours, vous êtes en bas de la tour Eiffel et en haut et vous n'êtes pas à la même heure, ben, vous allez avoir des problèmes de coordination. Et c'est des choses que vous devez absolument prendre en compte. Donc c'est un phénomène qui est une conséquence de la théorie de la relativité générale. Et cette différence va être d'autant plus grande que le champ de gravitation est intense. Et c'est pour ça que dans la science-fiction en particulier, ou même dans l'imaginaire populaire, ça se passe dans les trous, aux abords des trous noirs, parce que ce sont les objets qui ont à leur surface la gravitation la plus intense, et c'est là où le phénomène est le plus important. Mais sachez que ce phénomène a lieu autour de vous tous les jours, et que c'est vraiment un phénomène très très robuste, une prédiction très bien testée de la théorie de la relativité générale. D'accord. J'ai Lionel qui te demande de confirmer que les trous noirs peuvent bien être définis à partir de très peu de paramètres et que finalement Oui, toutes les informations qui tombent dans un trou noir restent ensuite à jamais inaccessibles. Et un trou noir, il n'y a que 2 ou 3 paramètres qui suffisent à décrire complètement un trou noir. voilà, donc c'est ce qu'on appelle le no-hair théorème. On dit souvent que les trous noirs sont chauves, ou le théorème de calvitie cosmique, qui dit qu'un trou noir, dans le cadre de la relativité générale, est décrit simplement par 3 nombres: sa masse, sa charge électrique et son spin, c'est-à-dire son moment angulaire, la façon dont il tourne sur lui-même. Et que c'est la seule information que l'on puisse avoir, mesurer sur un trou noir. Vous voyez que si je fais tomber par exemple ce stylo dans le trou noir, il y a beaucoup d'informations dans ce stylo. Il y a sa couleur, sa longueur, le fait que c'est un stylo qui est un stylo à encre, et ainsi de suite. Donc il y a plein de caractéristiques. Si ce stylo tombe dans le trou noir, ce n'a peut changer que la masse, la charge électrique ou le moment angulaire de ce trou noir. Donc beaucoup d'informations est perdue quand un objet tombe dans le trou noir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information, qui est aujourd'hui un des grands paradoxes de la relativité et de la mécanique quantique, et sur lequel en particulier Stephen Hawking avait beaucoup travaillé, puisque ces trous noirs s'évaporent au cours du temps selon, disons, ce que nous a appris Stephen Hawking. Ça, on n'a pas de confirmation expérimentale de ce fait-là. Et donc cette information qui est perdue, est-ce qu'on la retrouve si le trou noir disparaît? Est-ce qu'elle est partie autre part? Sous quelle forme? Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être cette compréhension-là, en fait, du rôle de l'information qui pourrait éventuellement nous donner une clé vers les théories de la gravitation quantique dont on parlait tout à l'heure. Donc continuer évidemment à observer de mieux en mieux et à étudier ces fameux trous noirs, Oui. parce Mais là, qu'effectivement, voilà, donc les observer, donc ça, c'est la chose importante, c'est que ces objets étaient des objets théoriques jusqu'en novembre 2015, où il y a eu la première détection des signaux d'ondes gravitationnelles. Donc ça a été vraiment une date historique. On a prouvé que les ondes gravitationnelles existaient, et on a réussi à prouver qu'il existait des trous noirs. Donc aujourd'hui, on a des trous noirs ce qu'on appelle les trous noirs astrophysiques, de quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires, et des trous noirs qui sont formés au cours de l'évolution stellaire. On a d'autres types de trous noirs, les trous noirs supermassifs ou éventuellement des micro-trous noirs. Donc, déjà de comprendre, est-ce que tous ces types de trous noirs existent dans la nature? Comment est-ce qu'ils se forment? Est-ce qu'ils évoluent? La radiation de Hawking, fort probablement, on ne sera pas capable de la mettre en évidence sur des trous noirs astrophysiques. Donc, est-ce qu'un jour, on sera capable d'avoir des trous noirs en laboratoire ou d'avoir une expérience qui nous permet de la mesurer? Ce serait vraiment quelque chose de très important pour comprendre le lien entre gravitation et mécanique quantique, et en particulier de continuer aussi cette compréhension sur la perte de l'information au niveau théorique, parce que là encore, même avant toute expérience au niveau théorique, les choses ne sont pas claires. Donc c'est là où il y a peut-être beaucoup de choses à comprendre. d'accord. Une dernière chose, effectivement, malheureusement, le temps file. Il nous reste que quelques minutes, c'est terrible.
Il y a des personnes qui demandaient un acte 2 de Jean-Philippe Uzan. Alors, on verra. On verra ce qu'on peut faire. Juste une petite chose, on aime bien en général quand on arrive vers la fin, arriver sur des perspectives, quelque chose qui ouvre un petit peu vers le futur. J'aurais une dernière question, parce que tu en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ça, on n'en a pas encore parlé, et ça fait beaucoup d'actualité, mais ça reste encore assez confiné dans les domaines de l'astrophysique, de la cosmologie. C'est ce problème dont tu as parlé tout à l'heure sur la mesure de la constante de Hubble. Oui. Qu'est-ce que c'est ce problème? Qu'est-ce qu'on a comme problème? D'où il vient? Et où est-ce que ça peut nous mener? Alors, c'est d'abord un problème d'origine observationnelle. La constante de Hubble est un des paramètres du modèle cosmologique. On la mesure à partir d'un ensemble d'observations. Donc, elle est mesurée. Elle avait des barres d'erreur qui étaient assez importantes, mesurées par différentes méthodes, mais à la taille de ces barres d'erreur, toutes les choses étaient compatibles. Est-ce que tu peux revenir Et juste rapidement sur ce que c'est que la constante de Hubble, avant de dire la comment on la mesure? constante de Hubble, c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Donc, D'accord. l'univers se dilate, et c'est le taux de dilatation de l'univers aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un paramètre crucial parce que c'est lui qui va impacter l'âge de l'univers. Si vous multipliez la constante de Hubble par 2, vous allez multiplier l'âge de l'univers par 2, par exemple. Donc, ça va être quelque chose d'assez, un paramètre très important. Et donc, d'un côté, il y a eu les observations du fond diffus cosmologique et les analyses du satellite Planck qui ont fait que la constante de Hubble a été mesurée de façon de plus en plus fine. Première méthode. Deuxième méthode, on arrivait avec ce qu'on appelle un diagramme de Hubble, c'est-à-dire on prend des objets qui sont de plus en plus loin et on essaye de mesurer leur luminosité. Donc, on fait ce qu'on appelle un diagramme de Hubble, et donc à partir duquel on peut avoir le taux d'expansion dans l'univers local. Et ça a été fait de façon très fine à partir des supernovas de type 1A. Donc, il y a eu un prix Nobel en 2011, en fait, pour la mise en évidence de l'accélération cosmique à partir de ces observations. Alors que c'était compatible pendant un certain temps, les barres d'erreur ont commencé à diminuer et devenir disjointes. Donc, on a l'impression qu'il y a une tension. Et vous voyez, quand vous arrivez dans cette situation, se pose la question de savoir, est-ce que en abaissant les barres d'erreur, il y a une des deux observables qui va avoir un biais que je pouvais négliger avant, que je vais devoir prendre en compte. Donc ça veut dire qu'on a commencé à réanalyser certaines analyses de Planck ou certaines analyses de supernova. Donc en gros, tu es en train de nous dire, l'une des hypothèses, c'est que l'une des deux expériences s'est trompée ou a mal Voilà. ou a pas envisagé quelque chose. Oui, c'est pas de s'être trompé, c'est-à-dire qu'aurait négligé quelque chose qui était bien négligeable, mais qui ne l'est plus étant donné les barres d'erreur qui s'affinent. D'accord. D'accord? Parce que quand vous avez deux observations, donc la première chose, donc ça c'est une règle générale pour moi en tous les cas, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la première chose c'est de remettre en cause les observations. Il y a toujours des biais, des choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est la première chose, on raffine notre compréhension des observations. Et la deuxième chose, c'est de se dire finalement, quelle est la différence? Donc dans les explications qui ont été apportées récemment, les gens se sont dit les supernovas c'est l'univers proche, le fond diffus cosmologique c'est l'univers lointain. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre les deux. Et puis, il y a une autre explication, une autre voie aussi, c'est que le fond diffus cosmologique, c'est des grandes échelles angulaires, alors que les supernovas, ce sont des petites échelles angulaires. Vous voyez que quand vous regardez une supernova, vous regardez sa luminosité, la taille du faisceau, c'est une unité astronomique, donc c'est la taille du système solaire. Ce faisceau se propage principalement dans le vide. Sauf que quand on fait la cosmologie, la géométrie de l'univers, c'est une géométrie qui est moyennée à des grandes échelles. Donc, est-ce que cette géométrie est toujours aussi bonne pour décrire ce qui se passe à des toutes petites échelles? Ou est-ce qu'on a besoin de raffiner le modèle pour prendre en compte l'effet des petites échelles sur l'observation des supernovas? Donc ça, c'est une voie que j'avais pas mal regardée avec un de mes anciens étudiants, et on avait montré que sur certaines observables, ça pouvait faire un effet. Est-ce que c'est le cas dans cette observable-là? Voilà, ça c'est une voie qu'on est en train encore de questionner. Et puis troisième possibilité, c'est qu'on a trouvé une faille dans le modèle cosmologique ou peut-être une nouvelle loi de la nature. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a plusieurs hypothèses, et c'est qu'une fois qu'on a cette tension que déjà, premièrement, on va faire l'état des lieux, on va regarder les différentes explications, leurs avantages, leurs inconvénients, comment ça colle avec le reste des observables, et puis éventuellement, on va penser à une nouvelle observation, une nouvelle mesure qui va nous permettre de trancher. Et comme toujours, c'est quelque chose qui va prendre encore 5 ans. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a eu cette idée de cosmologie de précision, on disait on va tout mesurer au pourcent près. Et on voit qu'avec les barres d'erreur qui s'affinent, il commence à y avoir des tensions entre différentes choses. Et c'est peut-être qu'on va devoir un peu faire évoluer notre modèle
La constante de Hubble en est un. On a parlé il y a quelques mois, au début du confinement, de ces mesures sur les amas de galaxies, donc à partir de la luminosité X des amas de galaxies et de leur température, que peut-être l'expansion de l'univers ne serait pas exactement la même dans toutes les directions. Avec un effet qui est important, qui serait de l'ordre de 10%. Donc, le fait qu'on soit passé à côté de ça pendant longtemps est assez surprenant. C'est surprenant, mais c'est aussi stimulant parce qu'ils utilisent une nouvelle méthode. À quel point est-ce qu'elle est suffisamment bonne pour arriver à ces 10%? Voilà, donc ça, c'est aussi un nouveau point qui est arrivé depuis le mars, qui va être sûrement débattu là, dans les mois qui viennent. Mais avec des points positifs, c'est-à-dire que ça, c'est un de mes autres étudiants qui avait fait ça. On avait montré que s'il y avait une anisotropie dans le taux d'expansion de l'univers, donc il n'était pas le même dans toutes les directions, eh bien, s'il y avait une différence de 1%, probablement avec le satellite Euclide, on serait capable de le mettre en évidence. Donc, s'ils ont 10%, ça devrait se voir facilement dans les mesures du satellite Euclide dans 2 ou 3 ans. Vous voyez, c'est comme ça que les choses avancent. Et puis, il y a un moment, pendant un certain temps, on met des rustines. Et puis, il y a un moment, on ne peut plus mettre de rustines. Donc, il nous faut repenser le modèle dans son ensemble. Mais tout ça demande, bien sûr, observation par observation, tension par tension, de réanalyser les choses parce qu'on ne veut pas faire ça trop rapidement, parce qu'il y a quand même une certaine stabilité nécessaire à notre modèle puisqu'on l'utilise partout pour interpréter les observations astrophysiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du long terme, mais on voit qu'on vit une période où les observations atteignent une telle finesse qu'elles vont probablement à un moment ou à un autre, on va dire dans les 10 prochaines années, nous demander de revoir notre modèle cosmologique. Et ça, c'est très stimulant. D'accord. Eh bien, écoute, c'est très stimulant pour toi, j'imagine. Pour nous aussi, on voit qu'on est vraiment dans une période, en tout cas d'un point de vue scientifique, qui est absolument fascinante. Et j'espère que dans les années qui viennent, on aura l'occasion de venir rediscuter un petit peu de tout ça. Ce sera en tout cas avec plaisir. Il est 19h, il va falloir qu'on se quitte. On a passé encore une fois un très bon moment ensemble. Je voudrais te remercier vraiment beaucoup, Jean-Philippe, pour ta pédagogie, pour ta passion, voilà, pour être venu nous parler un petit peu de tout ça. Merci à vous aussi dans le chat d'être resté avec nous, de nous avoir posé ces questions. Et puis juste avant de partir, comme à chaque fois, je vous donne le prochain rendez-vous, donc qui sera ce lundi prochain à 18h. Et là, eh bien justement, tu nous en parlais tout à l'heure, on recevra Mathieu Barthélémy qui va nous parler des aurores polaires. Ah, super. Donc comment est-ce que le Soleil chatouille la Terre? Voilà, on parlera de ça. Voilà. Eh ben, écoute, rendez-vous si tu veux lundi. Voilà, sur la chaîne Twitch du Planétarium, on parlera de tout ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous. Bonne continuation. Restez curieux et à très bientôt. Merci et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.